Bonjour à tous et bienvenue dans notre séance de décryptage du contexte économique et des marchés financiers. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le responsable de la gestion multi-asset chez Natixis IM Solutions, Pierre, bonjour. Bonjour Caroline. Donc nous avons vu, l'inflation n'en finit pas de galoper. Nous sommes à près de 6% annualisé en France, plus de 8% sur la zone émue. Est-elle toujours aussi préoccupante? C'est ce que nous allons analyser dans notre première partie. Pierre, avant de revenir sur les impacts de l'inflation, j'aimerais que l'on revienne sur les composants de cette inflation et sa différence entre les États-Unis et l'Europe. Oui, alors c'est vrai qu'en deux mots, l'inflation aux États-Unis est composée pour une très large part de l'inflation corps, c'est-à-dire pour une grande partie d'ailleurs de la hausse des salaires notamment, alors qu'en Europe, on était sur une constitution différente de l'inflation avec, pour les trois quarts, une inflation constituée de prix dits volatiles et pour faire court, notamment des prix de l'énergie. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette proportion des prix de l'énergie et des prix volatiles en fait dans la composition de l'inflation en Europe est en train de baisser au profit de l'inflation corps. Donc on a une sorte de convergence qui est en train de se faire entre la manière dont se compose l'inflation en Europe et aux États-Unis, ce qui est assez intéressant de noter aujourd'hui. Et pourtant, on a vu que les accords qui étaient passés au niveau de l'Europe pour le pétrole vont contribuer à alimenter encore cette partie corps de l'inflation. Absolument. Donc on est dans une phase, en effet, de reprise à nouveau, en tout cas de maintien de la pression très forte sur les prix d'énergie. Cette crise de l'énergie dans laquelle nous sommes est restée très impactante, en effet, pour les prix de l'ensemble de la zone émue, qui est très touchée par ces prix-là. Pourquoi? Parce que le dernier accord qui vient d'être signé et qui va permettre aux pays de l'Europe de ne plus importer son pétrole de Russie, a un impact direct sur l'évolution des prix qui sont remontés récemment, cette semaine notamment, très proche de leur plus haut. Le prix du Brent aujourd'hui est presque sur les niveaux de $120, un niveau qu'il avait déjà atteint il y a quelques temps. Et donc on est à nouveau sur une très forte pression de ce point de vue-là qui va avoir un impact inévitable sur le maintien de la pression, notamment sur l'ensemble des prix, du fait de cette composante très importante dans l'inflation en Europe. Et qui est donc nourrie également par la partie hausse des salaires, qu'on sent également pointe, ce qui était déjà le cas aux États-Unis. On ne le remarquait pas, on l'attendait un petit peu plus tard en Europe. Donc ça me fait penser, est-ce que c'est tout ça qui nourrit en fait l'inflation aujourd'hui? On la voit toujours progresser. Et surtout, quelle est l'attitude de la Banque Centrale Européenne vis-à-vis de la maîtrise de cette inflation sur l'Europe? Alors en effet, c'est très surveillé par l'ensemble des banques centrales, mais surtout par la BCE. C'est vrai que jusque-là, on avait un impact sur les salaires qui était encore limité, même s'il commençait déjà à se faire voir. Aujourd'hui, on a un impact qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'on sent que les salaires sont en train de pousser à la hausse. Et ça, c'est quelque chose qui est très surveillé par la Banque centrale, puisque c'est ce qu'on appelle finalement ces effets de second tour qu'on veut absolument éviter. Ce sont des effets qu'on a déjà aux États-Unis et qui font en sorte que l'inflation va devenir de plus en plus durable si ces effets eux-mêmes sont durables. Donc, est-ce que la Banque centrale est prête? On a l'impression qu'elle galope elle aussi après l'inflation. La Banque centrale est très clairement surprise par ce qui est en train de se passer du point de vue de l'inflation. L'ensemble des banques centrales, la Fed également, tout comme la BCE, mais la BCE avait pris probablement plus de retard, même certainement plus de retard dans sa perception en fait de la durée de cette inflation et probablement aussi dans sa force et dans les niveaux qu'elle a atteints aujourd'hui. Donc on est face aujourd'hui et confronté à une BCE qui est en train de changer de braquet en fait, en tout cas dans son discours, et qui est en train d'indiquer aux marchés financiers, et qui est en train de nous dire que finalement il va peut-être falloir remonter les taux un petit peu plus fortement, un petit peu plus brutalement que ce qui avait été prévu jusqu'ici. C'est ce qu'elle avait déjà laissé entendre, mais là c'est de plus en plus vrai. Reste à savoir quel niveau de taux. On entend quand même 0,5 point de base, comme on dit, sur les taux d'intérêt. Est-ce que c'est ce que vous anticipez, vous aussi, de votre côté? Alors, les marchés financiers, dans leur ensemble, anticipent à peu près 4 hausses de 25 points de base, autrement dit 1% d'ici la fin de l'année. Nous, ce qu'on pense, c'est que le premier objectif de la BCE, c'est de sortir de la politique des taux zéro et donc de revenir proche de zéro, donc avec un taux de dépôt aujourd'hui qui est à moins 0,50, de le ramener à zéro. Donc, une hausse de 50 points de base en plusieurs fois, probablement. Alors, certains attendent aujourd'hui qu'elle aille directement faire 50 points de base dès le mois de septembre, pourquoi pas. Nous, ce n'est pas quelque chose sur lequel nous parions aujourd'hui, et en tout cas dans les circonstances d'aujourd'hui, nous pensons qu'on ira plutôt sur deux hausses de 25 points de base d'ici le mois de septembre. D'ici le mois de septembre. L'autre pendant, c'est la croissance. Est-ce qu'on a aussi, enfin c'est pas aussi, mais est-ce qu'on aurait quelques bonnes nouvelles du côté de la croissance? On voit la Chine qui sort de sa léthargie, donc la Chine qui a été confinée avec une vraie politique dure du confinement. Est-ce que ça ne va pas apporter un petit peu d'oxygène sur la croissance mondiale?
Si, ça c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça va beaucoup aider la BCE. Pourquoi? Parce que la BCE a besoin de faire vite dans un laps de temps qui est assez court, qui est celui de la période de croissance sur laquelle on est encore aujourd'hui. La croissance, même si elle est en train de décélérer, elle reste quand même positive. Nous, ce qu'on attend, c'est pour 2022 une croissance une perspective de croissance en tout cas qui a baissé sur les niveaux de à peu près 2,8% pour la croissance mondiale. Donc on est aujourd'hui sur un environnement encore assez positif sur la croissance. Et ce qu'on attend, c'est une légère remontée de la croissance mondiale l'année prochaine, non pas du fait des pays développés qui, eux, vont continuer à baisser en croissance, mais surtout de la part des pays émergents. Est-ce qu'on attend pour autant une récession sur les pays développés? Est-ce que c'est votre scénario? Alors nous, ça n'est pas notre scénario. Nous n'attendons pas une récession, même si aux États-Unis, on peut penser qu'avec le coup de frein très important que la Fed est en train de donner sur les taux d'intérêt, on va avoir un ralentissement assez fort de la croissance, mais on ne s'attend pas aujourd'hui à ce que la Fed provoque une récession aux États-Unis, et l'Europe non plus ne devrait pas sombrer en récession. Et comme je le disais tout à l'heure, donc nous continuerons à baisser en croissance sur l'année évidemment 2022, mais également sur l'année 2023. Mais du point de vue de la croissance mondiale, grâce notamment aux pays émergents et grâce notamment à la Chine qui est en train de rouvrir son économie, on peut espérer des chiffres un peu meilleurs de croissance sur la croissance mondiale pour l'année 2023. Donc nous allons voir dans une deuxième partie si c'est suffisant pour reprendre un petit peu de risque sur les actions. Donc au regard des perspectives que l'on vient de décrire, le marché actions reste aussi très bas. Est-ce que c'est le moment de revenir sur cette classe d'actifs? Je pense en effet que c'est le moment de commencer à regarder les actions pour en remettre un petit peu dans les portefeuilles. Quand on a du cash sur son portefeuille, ce qui est notre cas chez Solutions, regarder des niveaux d'action tels qu'on les a aujourd'hui après une baisse très importante dans l'ensemble des pays développés, ne serait-ce qu'aux États-Unis, après un moins 30% sur le Nasdaq, moins 20% sur le S&P 500. On a en Europe également des fortes baisses. Commencer à reprendre des actions aujourd'hui peut faire sens au regard de ce que les marchés ont déjà anticipé comme mauvaises nouvelles. Beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà dans les prix en fait qui sont cotés aujourd'hui sur les actions. Donc ça peut représenter un intérêt. Beaucoup d'investisseurs ne sont pas investis sur les actions, donc ils ont beaucoup de cash sur leur portefeuille. Et force est de constater que si aujourd'hui, on continuait à avoir quelques nouvelles pas trop mauvaises, notamment sur le front de la croissance, et pourquoi pas sur le front de la croissance, notamment dans les pays émergents ou en Chine, on devrait pouvoir commencer à pouvoir anticiper, espérer un rebond des actions, qui a commencé d'ailleurs aux États-Unis, puisque le marché américain a déjà rebondi d'à peu près entre 8 et 9% entre son dernier point bas et les niveaux récents de ces derniers jours. Donc on est probablement déjà dans un redémarrage, dans un rebond qui ne durera peut-être pas pour trop longtemps et revenir sur les plus hauts niveaux connus, mais en tout cas qui mériterait d'être joué dans les portefeuilles. Et vous parlez des États-Unis, vous parlez de la zone émergente. Quelle zone privilégiez-vous sur les actions? Alors très concrètement, nous, si on doit remettre des actions, et on est en train de le refaire assez progressivement, c'est plutôt sur la zone émue que nous venons acheter des actions. La zone émue qui bénéficie, je le disais, encore d'une banque centrale européenne qui pour l'instant est encore en retard sur son resserrement monétaire, donc des conditions financières et monétaires qui sont encore assez porteuses avec des taux réels toujours négatifs de ce point de vue-là, alors qu'ils ne le sont plus ou très peu aux États-Unis. Donc on a un soutien finalement assez naturel et surtout une valorisation des actions européennes qui a été très impactée par ce qui s'est passé, ce qui se passe encore d'ailleurs en Russie, en Ukraine, pardonnez-moi, et donc un niveau d'action qui, sur la zone émue, peut présenter de l'intérêt aujourd'hui, plus que sur les États-Unis ou sur d'autres pays. Les pays émergents. Et dans le cadre du marché actions en Europe, quel secteur? On est sur des valeurs de croissance, mais qui ne sont pas favorisées par la situation des taux, ou plutôt sur des valeurs justement value, dans lesquelles vous investiriez? On reste sur les valeurs value. Ça fait longtemps, en effet, que le marché le secteur de la value surperforme le secteur de la croissance pour des raisons très simples. C'est que les taux d'intérêt sont sur une tendance haussière très forte. Cette tendance haussière, elle n'est pas pour l'instant démentie. Force est de constater qu'on a aujourd'hui des taux longs qui sont en train de retrouver leurs niveaux les plus forts, même si nous-mêmes avions commencé à remettre également le mois dernier un petit peu de taux d'intérêt, un petit peu de sensibilité obligataire dans nos portefeuilles. Et aujourd'hui, quand même, on constate que la pression
est très forte pour les raisons que je viens d'indiquer, et notamment une BCE qui va remonter ses taux, une inflation qui est toujours très forte sur la zone. Donc des taux d'intérêt qui continuent à monter, c'est forcément pour le secteur de la value un support important. Donc on a toujours ce support par exemple sur les banques, qui est sur les bancaires, qui est un secteur que nous continuons de favoriser. Il y a d'autres secteurs sur lesquels nous souhaitons ne plus être, comme par exemple le secteur des small caps, qui aujourd'hui souffre assez sensiblement de cette remontée de taux et de perspectives de croissance à la baisse. Voilà. Et puis, alors sur les taux d'intérêt, dans nos portefeuilles aujourd'hui, sur les taux d'intérêt, nous avions dans le passé investi sur des obligations indexées sur l'inflation. Voilà typiquement le type d'obligations sur lesquelles aujourd'hui nous souhaitons plutôt sortir. Elles ont déjà fait leur travail. Elles ont fait le travail. Ce ne sera plus le cas. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Caroline. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de décryptage.